il peut plus parler, le pauvre. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça. Et salut les potos, on est de retour avec mon ami El Gringo. Mon ami El Gringo, c'est une émission un peu spéciale. Quand on a envie de se faire plaisir. Hein. Là, on est en pleine période de mercato. On vous sent tendu comme pas possible alors qu'on n'est que le 23 juillet et qu'on a déjà recruté 4 joueurs, qu'Aubameyang va arriver. Vous vous inquiétez pas, c'est qu'une question de temps avant qu'il arrive, qu'il y a encore des négociations en cours pour le recrutement d'un ailier gauche, qu'il y a un défenseur central aussi qui est suivi. Et surtout, mon ami El Gringo, il y a le départ de Merlin, Ben Nasser qui risque aussi d'aller du côté de l'Arabie Saoudite. Donc, mon ami El Gringo, de qui allons-nous parler aujourd'hui ? Ah, c'est comme tu dis, c'est une émission particulière et intéressante parce que moi, j'adore découvrir des nouveaux joueurs. Et Eki Fernandez, c'est un joueur dont j'avais beaucoup entendu parler, réclamé par les supporters de l'OM, mais je ne l'avais jamais vu jouer. Donc devant cette hype, devant le fait qu'il était annoncé comme un joueur exceptionnel, clairement, j'avais envie d'en découvrir plus et c'est parfait. On va faire cette émission pour voir un peu ce que vaut ce joueur. Et juste pour rappeler à tous ceux qui nous suivent, n'oubliez pas les gars de liker, de partager la vidéo. Comme d'hab, vous êtes extraordinaires. Les commentaires sont toujours aussi dithyrambiques. Et vous allez faire des commentaires extraordinaires pour les deux invités que l'on a avant que je les envoie. On vous explique juste le mode de fonctionnement de Naïm et moi quand on va dire scout, c'est pas le bon mot scout, mais quand on observe un joueur, en général, on prend entre 5, 6 et 7 matchs où le joueur a affronté les plus grosses équipes, voire plus, affronter les meilleures équipes. Moi, je me suis régalé devant France-Argentine au niveau des Jeux Olympiques avec l'adversité qu'il avait en face de lui. Et souvent, on se fait notre propre idée, on fait un découpage et un montage de ce qu'on a vu et on le partage avec des experts. Et là, El Gringo. On a le vrai Gringo qui vit du côté de la Colombie. Pierre, comment ça me fait plaisir de t'avoir avec nous. C'est la première fois, Pierre, que j'étais avec nous et je suis très, 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 très heureux de t'avoir avec nous. Ouais, salut Bilal, salut Naïm. Écoute, le plaisir est partagé. Hein. Voilà, Pierre, tu peux te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas. Normalement, pour moi, tout le monde doit connaître Lucarno Posé. Ouais, bon, voilà, on a un média qui parle de tous les footballs sauf Europe. Donc, voilà, Asie, on a quelqu'un en Corée du Sud, on parle Japon et évidemment de l'Amérique du Sud. Et donc, voilà, moi, par exemple, je suis basé en Colombie. Donc voilà, ça fait 10 ans maintenant que je suis là-bas. Écoute, toi, tu as la belle vie quand même. Hein. Toi, tu as la belle vie. Hein. Colombie, hein. Bon, tu n'es pas du bon côté de la Colombie, mais tu es quand même. Ça va. C'est l'autre côté, c'est déjà pas mal. Donc, Naïm Ezequiel Fernandez, qui a joué donc, à Boca Junior et qui s'est révélé à Boca, mais qui aujourd'hui est en Arabie Saoudite. Et quand on parle d'Arabie Saoudite, Naïm, vous l'avez découvert lors de notre live ce week-end. Actu, je ne vais pas dire Super League, je vais dire Saoudia League, c'est mieux. C'est mieux. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir, merci de m'accueillir surtout. Et voilà, ça fait plaisir. Toujours un immense plaisir de t'avoir avec nous. Naïm, moi, on rentre dans le vif du sujet. On rentre dans le game direct. On est à 4, on a 2 experts. Moi, je veux de la vidéo. Je veux qu'on parle d'Ezequiel ou Eki Fernandez et de ce qu'on a vu nous. Et après, on veut avoir votre avis, les amis. Oui, alors clairement, hein, on va mettre ça en vidéo. Alors, c'est comme tu l'as bien dit, on l'a regardé dans des matchs assez importants. Donc contre Al Hilal et Al Nasser cette année, mais même avec Boca Junior, hein, on a regardé les derbys contre River et les demi-finales et finales de Libertadores contre Palmeiras et Fluminense. Donc une grosse opposition, surtout que ces matchs-là en Amérique du Sud, ils remontent à 2 ans en arrière. Pour un jeune joueur, ça fait quand même une différence à cet âge-là. Mais bon, il y a une des choses qui a marqué, c'est que on sent que c'est un joueur qui a vraiment une bonne qualité de passe, hein, qui est capable de casser des lignes par la passe, qui est assez juste techniquement. Et là, cette passe, c'est le meilleur exemple en fait de ce qu'il est capable de faire. C'est-à-dire, quand il a du temps, de l'espace, qu'il n'est pas trop attaqué, il a vraiment une vista au-dessus de la moyenne et il trouve vraiment des bons intervalles de passe. Mais globalement, j'ai trouvé qu'il avait énormément de déchets dans ce domaine-là. Il cherche beaucoup de passes parfois trop difficiles. Et même des passes dans ce genre-là, je pense qu'un joueur de ce calibre devrait plus les réussir. Et en tout cas, globalement, je lui trouve vraiment énormément de déchets dans la passe pour le type de joueur dont on parle. Donc,
c'est la première question que je vais poser à nos deux experts. C'est de voir. Ben, il est réputé comme un joueur vraiment donc très, très très bon dans la passe avec une grosse vista. Est-ce que c'est moi qui suis tombé sur les mauvais matchs? Est-ce que l'adversité était trop forte pour lui ces jours-là? Ou est-ce que c'est quand même un joueur qui reste très perfectible dans ce domaine? Allez, Pierre, honneur côté Boca. Ouais, moi, c'est un gaucher. Là, par exemple, dans la dernière vidéo, tu vois que la transversale, elle est pied droit. Et, Pour moi, il est ambidestre quasiment, parce que je l'ai vu ouais, faire. Ouais, mais il est surtout gaucher. C'est un gaucher qui sait utiliser son pied droit. C'est rare. Je suis gaucher, je peux le dire. Ouais, pareil. Donc, moi, je le trouve plus à l'aise pied gauche. Après, c'est vrai qu'il a tendance à tenter des passes un peu difficiles. Mais ça dépend aussi. Enfin, le Boca, pour remettre dans le contexte aussi, le Boca là des dernières années, c'est pas le meilleur Boca, vraiment. C'est même un des pires Boca. Donc voilà, voir, tu vois quelle solution il a aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'il est obligé de forcer entre guillemets une passe. Et tenter quelque chose de compliqué. Tu vois, s'il n'y a pas de mouvement autour de lui, s'il n'a pas des joueurs qui vont dans le bon espace, qui font le bon appel, c'est compliqué. Vraiment. Pour le coup, en Argentine, que ce soit Boca ou en sélection, on y reviendra après, il n'est pas tombé dans ce qui se fait de mieux et notamment ce qui s'est fait de mieux même en club ou en sélection. Donc voilà, je le trouve pour le coup un peu dépendant mais comme beaucoup de créateurs en fait, hein, il est un peu dépendant de ce qui se passe autour de lui et s'il y a du mouvement. Tu vois, pour remettre dans le contexte marseillais actuel, des joueurs très mobile, tu vois, un profil comme Angel Gomez par exemple, ce qu'on a vu là, qui déplace, pour moi c'était presque le meilleur Marseillais sur les 2 premiers matchs amicaux. Sur le deuxième dessus, en tout cas, j'ai dit la même chose que toi, ouais. Ouais, donc tu vois, il est assez mobile, il se déplace. Tu vois, ça c'est quelque chose qui pourrait bonifier un petit peu Eky Fernandez pour le coup. Voilà, je le trouve. C'est vrai qu'il a une qualité de passe un petit peu, il prend beaucoup de risques en fait. Ouais, mais voilà, très dépendant de ce qui se passe autour de lui, mais comme tous les créateurs. Ouais, et c'est vrai que pour revenir à ce que tu disais, il y a quelque chose qui m'a marqué dans le jeu de Boca, c'est que Romero je crois que je l'ai pas vu sortir un 6 mètres au court. Ils ont fait qu'allonger tout le long, donc c'est vrai que ça peut être un paramètre. Même question à toi, Mokhtar. Je te mets la heatmap aussi du joueur du côté d'Arabie Saoudite. J'ai l'impression que c'est un joueur qui occupe l'espace de terrain. Il me fait penser, je ne parle pas au style de jeu, mais dans l'occupation du terrain, à un Pierre-Emile Højbjerg qui est capable d'être aussi bien à la récupération, aussi bien devant la défense pour essayer d'organiser le jeu. C'est je ne vais pas dire un héritier des joueurs sud-américains qui, devant la défense, est capable de faire jouer un peu l'équipe. Ouais, non, c'est vraiment un vrai 6, quoi. Avec Al-Qatieh, quand il joue vraiment comme un vrai 6. Défensivement, je pense qu'il est plus actif que offensivement. On ressent aussi, en fait, il y avait une certaine connexion avec Nathan Hernandez, comme je l'ai dit tantôt, avec ses coéquipiers à côté de lui, sud-américains, donc il a le même style de jeu qu'ils savent. Donc, ouais, il est très très bon avec Al-Qatieh, surtout défensivement. Et aussi, je pense qu'il est très bien aidé avec l'attaque, avec 2 flèches devant Aubameyang et Julián Quiñones. Franchement, les transversales ou même les passes en profondeur qu'il leur met à chaque fois. Il y a un seul but de Julián Quiñones qui m'a vraiment marqué, c'est contre Al-Shabab. Il fait une action, il fait une petite passe décisive. Après, Julián Quiñones, il lâche un petit lob. Ou le but, je ne sais pas si vous l'avez vu, le but qui a tourné chez les Marseillais un peu, avec Aubameyang. Quand il a fait la passe en profondeur. Donc, ce but-là aussi, ça représente bien ce qu'il faisait à Al-Qatieh cette année, quoi. Ouais, il prend beaucoup de. Je vous mets cette stat aussi que j'ai récupérée, cette stat sur Boca Junior. C'était mis par Big Griffiths. Il y avait plusieurs choses. Il y avait les duels gagnés, tu vois. Donc, il était bien au-dessus de la moyenne de ce qui se faisait en Argentine. Donc, un vrai combattant dans le duel. Naïm, mais vrai combattant dans le duel en Ligue 1.
il va falloir que tu nous montres 2-3 choses quand même. Et Pierre, on va en discuter après, ce côté grinta, comme on aime l'appeler. Ouais, alors clairement, c'est le côté que les supporters aiment bien. C'est un joueur agressif, ça, on peut pas lui enlever. Et c'est un vrai combattant. Mais justement, je trouve trop. Je trouve que voilà, on le voit sur ses actions, il arrive très fort, il ralentit jamais en fait. Et sur des actions où il est quasiment sûr de ne pas avoir le ballon, il fait vraiment énormément de fautes. Et on sait qu'à l'OM, ce que ça peut entraîner avec les arbitres qui ont le carton facile. Mais tu vois bien, en fait, sur ces vidéos, il est souvent pris, ce qui lui fait faire une faute d'anti-jeu, soit il est, comme là, il est très en retard et il fait des fautes parfois très grossières. Ça sera un gros défaut à gommer, je pense, en France, si c'est confirmé par nos deux experts. Mais moi, ce que je l'ai vu, en tout cas, c'est ça. C'est quelqu'un qui manque assez de maturité dans le duel défensif. En tout cas, quand il arrive aussi fort, il doit sentir les fois où il est vraiment beaucoup trop en retard. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, et ça, vraiment, c'est une question importante pour Pierre, justement, dans le contexte. C'est que je trouve qu'en Amérique du Sud, ils sont très, très gentils, les arbitres, à ce niveau-là. J'ai vu des fautes, des tacles. La finale de la Libertadores, c'était une boucherie absolue. Et je trouve qu'ils mettent beaucoup de temps à sortir des cartons, ce qui est totalement l'inverse en France. Donc, est-ce que tu me confirmes ça? Et est-ce que tu me confirmes que du coup, il faudrait qu'il fasse vraiment très attention s'il venait arriver en France? Ouais, alors je te confirme la partie sur le coup, il fait vraiment beaucoup de fautes et des fautes grossières. Ça, c'est un vrai défaut chez lui. Il met beaucoup trop d'engagement. Et tu vois, tu as utilisé le fameux mot un peu passe-partout, Naïm, grinta. Tu vois, j'aime pas beaucoup utiliser ce mot-là parce que je trouve qu'on caricature, enfin, on tombe rapidement dans la caricature. Ah, c'est un Sud-Américain, il a la grinta, etc. Alors que, tu vois, vraiment pas forcément, mais pour le coup, lui, ouais, il y va, il est vraiment très, très agressif et effectivement, il fait des interventions très, très dangereuses, très risquées. Après, par rapport à l'arbitrage, en fait, ça dépend des arbitres. Tu vois, la finale dont tu parles face à Fluminense, elle est arbitrée par un Colombien, Wilmar Roldan. Tu vois, c'est quelqu'un, quand il est comme ça, localement en Colombie, c'est Lucky Luke. Et tu vois, à l'échelle continentale, il est un petit peu plus mesuré. Et donc, c'est vachement aléatoire, en fait. Ça dépend. Il y a des arbitres, tu vois. Ouais, c'est un peu comme en Ligue 1, tu vois. Il y a des arbitres, c'est des shérifs. Et tu vois, il y en a d'autres qui essayent. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais tu vois, qui sont un petit peu plus, tu vois, un peu plus pédagogues. Je pense Monsieur Vatelier, par exemple, de mémoire. Je ne veux pas le citer comme ça, mais tu vois, les matchs où il nous a arbitré, j'ai trouvé qu'il était un peu plus, tu vois, un peu plus pédagogue que Turpin ou Bastien, qui sont tu vois. Donc voilà, en Amérique du Sud, c'est un peu pareil. Ça dépend vachement. Et pareil dans le championnat d'Argentine. En plus, tu vois. On oublie souvent que les arbitres sont souvent des supporters. Enfin, tu vois, forcément, ils viennent au foot. Non, mais tu vois, ils viennent au foot, tu vois, comme nous tous, en fait. Tu vois, on n'est pas devenu fan de Stéphane Bré ou tu vois, de Vessière, machin. Non, tu vois, c'est d'abord des joueurs qui nous font rêver et des clubs. Donc, en Argentine, c'est pareil. Tu vois, tu arrives à deviner un petit peu, tu vois, la tendance des arbitres et tu vois, ils sont plus ou moins gentils avec certains clubs, quoi, ouais, avec certains joueurs. T'as le même ressenti, Mokhtar, sur parce que je mets juste à l'image, je vais l'agrandir, ce sera peut-être mieux, sur les cartons rouges qu'il a pu prendre du côté de Boca. Donc, il a pris 3 cartons rouges. C'est quand même pas mal, Ouais. en un temps assez court. Est-ce que tu as eu ce même ressenti, toi, du côté de l'Arabie Saoudite? Ben, honnêtement, le dernier match qu'il a joué, donc la finale de la Coupe du Roi contre Al Ittihad, il a totalement pété un câble parce qu'il a pris une jaune, je crois, à la première mi-temps. Et à la deuxième mi-temps, il a pris une deuxième jaune, mais c'était sur une faute assez débile. C'était même pas un contre ou quelque chose du genre. Donc, il s'est précipité pour faire la faute sur Aouar. Il a pris la deuxième jaune. Je pense même lui, il savait pas qu'il avait déjà une jaune. Donc, finalement, il était surpris de prendre la rouge. Franchement, je pense qu'il y a le côté aussi où, tu vois, il fait pas attention dans ce qu'il fait sur le terrain parfois. Même si je pense que, par exemple, quand tu joues contre des matchs contre Al-Shabaab, milieu de tableau ou le bas de tableau, il est quand même très intelligent dans l'anticipation, que ce soit pour intercepter ou quand il fait des tacles, ou même sur les contres parfois, parce qu'on voit souvent, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans vos analyses, quand il y a des contres sur le Razzia, c'est souvent lui qui termine l'action, quoi. Soit sur un tacle, soit sur une interception.
soit quelque chose dans le genre, quoi. Mais sinon, on va le voir. Mais sinon, quand il joue contre les grandes équipes, je pense que niveau anticipation, etc., après l'adversité, elle est différente. Donc c'est un peu plus compliqué d'anticiper sur Milinkovic-Savic, par exemple, ou sur un Kessié. Donc c'est un peu plus compliqué, quoi. Ouais, et tu vois, juste pour intervenir, tu vois, c'est là où, si demain il était amené à venir à l'OM, il y a Balerdi qui peut l'aider par rapport à ça. Pour le coup, Balerdi en a souffert, et surtout Mehdi Benatia, tu vois, qui peut avoir un rôle, et tu vois, c'est un domaine dans lequel il peut progresser. Tu vois, il suffit d'être entouré par les bonnes personnes, de prendre les choses, tu vois, un peu plus tranquillement. Benatia, pour moi, et Balerdi, les deux, pourraient l'aider grandement par rapport Après, à ça. moi, je sais pas si. Après, Al-Qadsieh, il est quand même bien entouré par, comme j'ai dit, Nathan Hernandez, Nacho Fernandez, champion de 6 fois de Ligue des Champions. Donc, c'est vraiment un vrai leader. Capitaine au Real Madrid, capitaine maintenant Al-Qadsieh. Il a pas mal de coéquipiers qui sont expérimentés et aussi de Sud-Amérique, donc qui parlent espagnol surtout. Donc, je crois qu'il a bien appris, mais c'est aussi sa personnalité à lui de montrer sur le terrain qu'il est un peu agressif sur certaines occasions, quoi. Après, il est moins exposé en Arabie Saoudite avec ce milieu vraiment très très compact que sur certains matchs que j'ai vus. Alors, c'était un peu bizarre à Boca. J'avais parfois l'impression qu'ils avaient vraiment une ligne de 4 au milieu, mais je l'ai aussi vu dans un vrai 4-4 de losange à l'ancienne où il était en point de basse. Et là, pour le coup, il avait vraiment énormément de terrain à couvrir et c'était plus compliqué. Et ça privilégiait des moments où tu pouvais arriver en retard. Mais malgré tout, je trouve qu'il lui manque quand même ça, savoir quand tu as le 30 de retard et que ça sert à rien d'aller faire une faute qui est un peu bête à 60 mètres de ta cage. Mais tu peux nous le montrer sur ces duels défensifs, parce que on sait, alors pourquoi, Naïm aussi, pardon, pourquoi on appuie sur ça aussi, sur les duels défensifs, c'est qu'en Ligue 1, à l'OM, le système de Zerbi, quand j'ai le ballon, c'est génial. Par contre, quand je perds le ballon, faut y aller, faut courir. Ouais. Parce que je me retrouve avec potentiellement des athlètes de très 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 haut niveau en Ligue 1 qui explosent avec des capacités de vitesse bien au-dessus de la moyenne des championnats sud-américains et même de championnats d'Arabie Saoudite, même si quand même en Arabie Saoudite, je pense que c'est déjà pas mal, jouer avec 80% d'humidité et 40 degrés, il faut être capable de le faire. Mais la Ligue 1, nous, attention, quand on analyse, on ne se projette pas pour un joueur qui peut jouer en Espagne ou ailleurs. Hein. Sinon, je te dis, Azzedine Ounahi est à l'OM et devrait jouer titulaire à l'OM si on était en Espagne. Mais on parle de la Ligue 1. Et là, c'est autre chose. Ouais, c'est clair. Et là, du coup, il y a deux côtés qui s'opposent un peu. C'est-à-dire, il a la récupération brute quand il est proche du ballon. Tu vois, ce genre d'action-là, je trouve où il est très performant. Vraiment, où il est battant. Justement, ce côté très agressif qu'il a, quand il est proche, lui permet de récupérer beaucoup de ballons. Et je lui trouve un petit peu ce qu'avait Mascherano, ce côté vraiment, quand il est proche, d'arriver toujours d'une manière ou d'une autre à mettre le pied du bon au bon endroit pour gratter le ballon. C'est un certain Valentin Rongier, c'est la spécialité de Rongier. Rongier est très bon aussi dans ce domaine-là, ça c'est clair. Mais ça, c'est ce que je te disais, c'est quand il est vraiment proche du ballon. Mais sinon, tu vas voir qu'il a souvent quand même un certain manque de vivacité sur les premiers mètres. Et ça, justement, c'est comme tu disais, quand on se projette en Ligue 1, là, regarde l'écart qui a été créé sur une course où ils partent du même niveau. Les deux joueurs, par contre, ce qui a été très bien dit avant, c'est qu'il lâche rien et qu'il va, tu vois, il a un tacle qui lui permet de rattraper ce genre d'action. Mais globalement, on sent ce manque de vitesse, de vivacité sur les premiers appuis qui pourrait faire très très mal sur les pertes de balles en France. Et tactiquement aussi parfois, alors là, quand même, il faut noter que c'était donc il y a 2 Boca, donc il était beaucoup plus jeune, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le côté où il est seul au milieu, mais là il doit jamais sortir. C'est la pointe basse de ce 4-4 de losange. Il peut pas aller se livrer comme ça et ouvrir un tel espace dans son dos. Et encore une fois, derrière, la vitesse de course, il l'a pas, ça lui permet pas de rattraper. Il a exposé en fait son équipe à une supériorité numérique qui va finir en but. Donc mitigé sur une projection, une éventuelle projection en Ligue 1. Parce que oui, quand on est en position haute, qu'on presse bien, qu'on est bien synchronisé sur le pressing et qu'il sera proche de son joueur, là oui, je pense qu'il va récupérer des ballons, il va être très précieux. Par contre, dès que le premier rideau est passé, et c'est ce qui nous a fait défaut l'an dernier, il n'a pas la qualité de course pour rattraper ces moments-là. Donc, ça serait quand même, je pense, assez compliqué selon les oppositions. Tu as ce même ressenti, Mokhtar, toi, sur cette difficulté, notamment c'est un joueur qui a besoin de se lancer, mais au démarrage, qui est quand même un profil assez lourd.
Ouais. Ça, tu le ressens en plus, surtout qu'Alcatia joue parfois, enfin, quand il joue pas contre les quatre gros, il joue quand même très haut. Donc, s'il y a un contre, c'est souvent lui qui court. Et comme il l'a expliqué, Naïm, tantôt, on voit qu'il y a un espace, même s'il arrive à rattraper à la fin avec un tacle, ou voilà, quoi, il arrive à finir l'action. Mais moi, j'ai vu aussi un petit détail, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il est bon dans les petits espaces. Après, contre les grandes équipes, on ne l'a pas souvent vu. Il est bon dans les petits espaces, mais il manque d'équilibre, j'ai l'impression. Je ne sais pas si vous le voyez jouer parfois quand il a la balle au pied. On dirait qu'il va tomber ou c'est un peu bizarre. Je ne sais pas comment l'expliquer. On verra un petit exemple dans la dernière vidéo. Ouais. Tu as fait une passe D, mais elle est. Attends, avant qu'on bascule sur ça, parce que ça, on l'a vu. Et on l'a vu assez rapidement. Ce petit côté joueur sous pression et de l'équilibre du corps. Mais il y a plein de joueurs qui étaient comme ça, qui avaient un équilibre du corps. Je crois que l'équilibre du corps le plus fou, et c'était Roland Courbis à l'époque qui parlait de Zidane, il disait quand je l'ai vu jouer la première fois, je me dis mais qu'est-ce qu'il a celui-là, c'est un pantin désarticulé. Quand je le voyais récupérer le ballon, son corps il était bizarre par rapport aux autres sportifs. Ça peut être un inconvénient, mais ça peut être aussi un gros atout. Pierre, sur ce que vient de nous montrer Naïm, tu as aussi ce ressenti-là sur le duel, s'il n'est pas proche du joueur, il traîne une caravane. Ouais, c'est un peu dur, mais ouais, il a beaucoup de mal à se retourner. Très peu d'explosivité en fait sur les premiers mètres. Et effectivement, il se retourne lentement. On l'a vu sur les vidéos. Effectivement, ça pourrait faire défaut en Ligue 1. Après, ouais, ce serait pour moi l'utiliser vraiment contre des blocs très très bas où où il est vraiment dans un fauteuil et il peut, surtout pour orienter le jeu. Effectivement, à la perte du ballon, il serait très très en difficulté. Donc, dans un gros match avec un pressing très haut, je pense que ça peut effectivement être compliqué pour lui et que ça va lui demander beaucoup d'apprentissage. Ouais, ça, c'est clair. Il faut dire, Naïm, aussi qu'on n'est pas sur un joueur fini, loin de là. C'est un jeune joueur qui n'a pas encore d'expérience de l'Europe. Il a 22 ans. 22 ans, qui a un beau potentiel, qui a des qualités. C'est un pur produit argentin. Moi, quand je le vois jouer, on voit beaucoup de ce type de joueur-là. Après, passer le cap de l'Europe, et ça, c'est encore autre chose, c'est encore un autre level. Et Naïm, pour moi, quand je parle sud-américain, milieu, registra, cinco, on l'appelle comme on veut, mais un joueur qui aspire le jeu, est-ce qu'il est capable de jouer sous pression? Tu vois, jusqu'à présent, je vous ai montré des choses où j'étais un peu mitigé, où il avait vraiment beaucoup de bonnes choses, mais aussi des défauts, comme toujours pareil, hein, comme on dit, quand on le retranspose dans l'esprit Ligue 1, en se disant, voilà, s'il était à l'OM en Ligue 1, on voit certains défauts qui ressortent plus que finalement dans les matchs qu'il a pu jouer. Mais là où j'étais un petit peu déçu, je vais pas te le cacher, c'est à ce côté-là, parce que justement, je m'attendais quand même à mieux dans le jeu sous pression. Et je pense que ça rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure, hein, c'est que j'ai vu que des très gros matchs. Et ça, faut aussi le dire, hein, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour le joueur dans ce genre de match-là. Mais oui, clairement, là, je l'ai trouvé un petit peu décevant. Il y a beaucoup d'actions de ce style-là, tu vois, des remises un peu hasardeuses dès qu'il a un peu de pression ou des relances un peu sur l'adversaire. Ça, c'est des choses que j'ai quand même beaucoup vues dans ces matchs-là. Et là, l'action dont on parlait tout à l'heure, c'est un peu ça. Voilà, un peu comme il dit, un peu désarticulé. Il pousse, la conduite elle est pas bonne, la course est pas très bonne, il pousse un peu trop son ballon et souvent je trouve qu'il se regarde un petit peu jouer, il s'enferme, tu vois, comme sur les trois actions qui arrivent. Tu vois, il prend un peu trop de temps à prendre l'information, ce qui fait que il se retrouve enfermé rapidement. Je vais pas dire que c'est pas un joueur techniquement. Ça rappelle un peu Gerson, ça. Ça rappelle un peu Gerson dans le côté sud-américain où j'ai le temps. Exactement. C'est exactement la conclusion de cette vidéo-là, c'est que c'est peut-être quelque chose sur lequel il peut s'adapter en Europe quand il va voir que ça arrive beaucoup plus vite, beaucoup plus fort sur lui. Mais j'ai été un petit peu déçu de ces matchs-là. Et encore une fois, je remets dans le contexte, il a 22 ans, ce qui veut dire que quand j'ai regardé ces matchs-là, il en avait que 20 contre du River Plate, du Fluminense, du Palmeiras. Bon, il faut être très très costaud pour jouer ces matchs-là. Déjà, le fait qu'il soit titulaire, c'est déjà une chose assez impressionnante à cet âge-là dans ces matchs-là. Mais ouais, je te le cache pas, j'ai quand même été déçu dans ce domaine. Je m'attendais à beaucoup mieux dans ce registre. Oh ben, attends, qui parle de conclusion. Moi, je veux avoir la conclusion de Pierre. Je rappelle, d'un point de vue
manne financière, qu'il a une clause à hauteur de 20 millions d'euros, que pour le moment, la Real Sociedad ne sont pas si chaud que ça de lâcher 20 millions d'euros. Et surtout, Mokhtar, et il a 7 millions annuels de salaire. Je te place en mode Rabiot, hein, 7 millions d'euros de salaire à l'année. Hein. Mokhtar, est-ce que pour toi, le jeu en vaut la chandelle pour un club comme l'OM? Alors, on va te la faire en mode l'équipe contrat, pas contrat à l'OM avec tous ces éléments-là. Mais après, c'est aussi, s'il vient, il va remplacer qui? Moi, c'est ça la question que je me pose aussi, parce que j'ai pas la vision de la composition de l'OM s'il vient, quoi. C'est ça aussi. Bah, tu as le départ de Rongier, tu as le départ de Benasser, tu as beaucoup de matchs à jouer, année de Coupe du Monde, année de Coupe d'Afrique. Faut se dire qu'il faut un effectif au moins de 20 joueurs. Si on se dit qu'il est titulaire, si on se dit qu'il est titulaire, il joue avec qui à côté de lui maintenant? Rabiot et Højbjerg. Ok, ouais. En vrai, c'est des profils là, c'est Højbjerg très défensif. Lui, c'est entre les deux et Rabiot, il peut plus jouer vers l'avant, quoi. Ouais, on va dire il remplacerait Gomez, entre guillemets. Ouais, il viendra à la place d'un Rongier par rapport à l'année dernière quand on jouait avec Rongier, Højbjerg et Rabiot. Mais voilà, c'est un profil quand même beaucoup plus fort techniquement. Mais moi, je pense que c'est un joueur qui a une marge de progression. Donc, si l'OM arrive à le recruter, après, niveau salaire, comme on a dit, c'est un peu plus compliqué, mais il faut qu'il trouve un compromis. Mais s'ils arrivent à le recruter, je pense qu'il a une marge de progression. Donc, si tu le signes pour 5 ans, dans les 2 prochaines années, il va bien apprendre, surtout avec des Zerbi, etc. Tactiquement, surtout, il va être mieux. Donc, je pense que pour moi, c'est contrat. Mais après, voilà, il faut trouver l'arrangement avec le club et le joueur, quoi. Ça, c'est le plus important, je pense. Écoutez, en tout cas, voilà. En Arabie Saoudite, en même temps, vous avez les moyens. Donc, tu dis contrat, on pose et après, on verra. Hein. Pierre, en Amérique du Sud, on a moins de moyens. Il faut des idées. Pierre, contrat, pas contrat? Ouais, pas 7 millions annuels. Non, c'est ça, tu vois. Parce que demain, je le mettrai pas titulaire. Ce serait vraiment, tu vois, plus comme doublure de Højbjerg, tu vois, plus ou moins ce que ferait éventuellement Kondogbia, tu vois, plus ou moins, quoi. Donc, non, pas à 7 millions, voilà. Et juste, je tempérerai aussi un petit peu ce qu'a vu Naïm en Argentine. Je l'ai vu sortir de pressing. Alors, ça venait pas avec la même vitesse, etc. On est d'accord. Mais voilà, il peut, tu vois, et ça, c'est pour ça qu'il peut apprendre. Voilà, je l'ai vu sortir, tu vois, des petits jeux de corps, un peu, pareil, toute proportion gardée. Mais si vous vous rappelez, ça n'est pas très vieux, hein, Marco Verratti, par exemple, sortir un petit peu des petits pressings avec des, tu vois, il se retourne, etc. Ouais, voilà. Il peut, je l'ai vu faire ça à ses débuts. Alors, pas contre la même adversité, mais voilà, effectivement, dans les gros matchs, il a eu plus de mal, ce qui est normal. Mais non, pas à 7 millions, tu vois, non, je ne le prends pas à ce salaire-là. 20 millions de transferts et 7 millions, c'est vrai que… J'ai juste une question pour Pierre. Ouais. Je pense que toi, tu sais, vu que c'est toi le pro pour l'Argentine, etc. Mais il a joué avec Retegui, du coup, lui, et Kiki Fernandez. Il a déjà joué avec Retegui, j'imagine. En sélection? Non, même en club, je pense. En club, non. Mais je crois que c'est un petit club, j'ai plus le nom. Mais c'est un petit club. Si, il est passé à Tigre. Exactement. Ouais, sa deuxième année, en fait, il commence en 2021 avec Boca. Et en 2002, il est prêté à Tigre, un autre club argentin plus modeste. Et c'est là où il a joué avec Retegui. Mais je me demande si il n'a pas une relation assez spéciale avec lui, ou même si c'est pas lui qui lui a dit de venir. Donc, je vois pas pourquoi il partirait, quoi. C'est pour ça que je me dis ça. Si Retegui vient d'arriver, surtout quand il y avait la vidéo où il s'embrasse, etc., il lui dit « Ah, frérot, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, ça me fait plaisir. » Donc, j'imagine que ce serait un peu bizarre qu'il parte au même moment que son ami il arrive, quoi. Enfin, je sais pas. Ça, Mokhtar, dans le football, malheureusement, les amis, on les a sur WhatsApp, sur le téléphone, en vidéo. Mais quand il s'agit du jeu année de Coupe du Monde, il y a des vraies décisions à prendre. Et pour un joueur de ce profil-là, même s'il y a quand même des joueurs bien au-dessus de lui en équipe nationale aujourd'hui, je pense à McAllister, par exemple, qui est largement… Mais après, De Paul est parti à Inter Miami aussi, donc il y a une place à… Moi, je pense qu'il est parti à la retraite, De Paul, là. Ça y est, ouais. Donc honnêtement, s'il retourne en Europe, maintenant, il y a une place, hein, je pense. Ouais, c'est compliqué. Franchement, tu vois, Scaloni, pour la sélection argentine, Scaloni, il a un mode de fonctionnement dans son groupe qui est assez proche de Deschamps. Tu vois, pour le coup, il a son groupe et on dit rentrer.
Voilà, Ils ont dû tu vois, sortir. qui est rentré et voilà, c'est dur. Et là, l'Argentine arrive sur une fin de génération sur certains joueurs, comme par exemple là, De Paul, vous l'avez cité, qui part à Miami, mais il sera à la Coupe du Monde l'année prochaine. Tu as Otamendi, etc. Donc voilà, le groupe là de Scaloni, il est quand même constitué. Et je l'imagine mal bouger pour qu'il vienne en sélection. Il faudrait qu'il vienne en Europe et qu'il brille vraiment et qu'il brille très très fort en Ligue des Champions. Voilà, ou dans un top championnat style Angleterre ou Espagne et qui se montre. On en est loin. Tu vois, voilà, on n'y est pas encore. Donc j'ai du mal à croire que, tu vois, même si demain il venait à l'OM, je pense que ce serait peut-être pas suffisant pour qu'il gratte sa place pour le Mondial 2026. Mais c'est bon, en tout cas, voilà, cette vidéo arrive à sa fin et pour nous, c'est un régal de faire ce type de contenu-là. Dites-nous en commentaire aussi, les gars, si vous aimez, si vous likez ce type de vidéo-là, parce que il y a cette notion, j'ai pas eu le temps de le mettre, mais je vais quand même le mettre parce que j'ai envie de vous le mettre, les gars, parce que sur les réseaux sociaux, moi, je suis mort de rire à chaque fois. Je suis désolé, mais je le dis à chaque fois, mais quand des joueurs inconnus, je vais vous le mettre parce que les réseaux, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent c'est le meilleur joueur, il faut le prendre. Et d'un coup, il y a un mec qui dit mais je connais pas, vous le connaissez, vous? Et là, tu as les réponses des mecs. Oh, excellentissime. J'ai hâte de le voir. Oh là là, c'est un phénomène. Ça donne envie. Quel type de joueur c'est? Il y en a qui te disent ouais, c'est plus un milieu relayeur. J'ai vu milieu relayeur. Tu vois, et carrément, si tu as Fernandez, Højbjerg et Rabiot un cran au-dessus avec Gomez en rotation, le milieu est dangereux. Je suis clairement hypé si ça se confirme. Enfin, un milieu capable de casser les lignes et tenir le ballon. Ça change des dernières saisons. Tu vois, c'est ce côté-là. Moi, je le kiffe, ce côté-là. Et je pense que vous, c'est pareil, les gars, sur les réseaux sociaux. Mais c'est on fait ce type de vidéo pour dire il y a ce qu'on vous vend sur une compilation de highlights et il y a la Ligue 1, l'OM, le Vélodrome, De Zerbi, la Ligue des Champions. Les entraîneurs à 10 dans leur surface. Ouais, les équipes bloc bas. En tout cas, voilà, on remet tout dans le contexte. Et pour le moment, il n'y a pas de rumeur autour de l'Olympique de Marseille. C'est pas une vidéo pour dire il va venir à l'OM, attention. Mais c'est pour remettre dans le contexte ce type de profil-là en cas de départ de Rongier est parti et Benasser pour le moment, il serait plus proche de l'Arabie Saoudite que de l'OM. C'est un profil qui pourrait matcher avec la philosophie de jeu de Zerbi. En tout cas, Pierre, mille merci. Merci à vous pour l'invitation. Hein. Un kiff. Avec plaisir. J'espère qu'il y aura d'autres joueurs sud-américains qui vont débarquer à l'OM parce que ça manque un peu de. Non, je ne vais pas dire le mot quand même. Je ne vais pas le répéter ce mot-là, sinon je vais pas t'énerver. et Mokhtar, mon frérot, l'Arabie Saoudite, on aime, mais il faut arrêter avec ses salaires ou sinon on ne peut plus récupérer les joueurs. Mais je pense qu'à un moment donné, ça va se rééquilibrer. Il y a un fair play financier qui arrive bientôt. Ça, faut le savoir. Un fair play quoi? Un fair play financier bientôt en Arabie Saoudite. C'est Nasser El Khelaifi qui le gère. Je pense que ça va être un peu compliqué. En tout cas, merci à vous les amis. On se retrouve très 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 bientôt. Il y a les matchs de préparation qui arrivent dès samedi face à Girone. Peut-être qu'Azi Nounaï sera à Girone. Hein. Mais bon, ils veulent le prendre pour un Mars et un ticket resto. Donc bon, c'est un peu plus compliqué pour le signaler OM, hein, vu le montant du transfert. Et bien évidemment, il y a l'arrivée des futurs joueurs, dont Pierre-Emerick Aubameyang, qu'on a pu voir, Mokhtar, quand on regardait Ezequiel Fernandez. J'ai regardé contre Al Hilal, je me souvenais à quel point c'était quand même un sacré joueur, Aubameyang, et qu'on a hâte, nous, de le retrouver sous le maillot olympien. Merci à mon ami El Gringo, le plus sud-américain des Marseillais. et on se dit à très très bientôt. Et surtout, pour conclure, on vous met toujours, pour moi, la meilleure vidéo du dernier mois, parce qu'on a un coach extraordinaire et qu'on a la chance de vivre maintenant à l'intérieur du vestiaire et d'avoir ces vidéos-là qui nous montrent qui est Roberto De Zerbi. Et je ne peux pas mieux faire que de terminer par ça. Bonne fin de soirée à tous et on se retrouve très très bientôt et surtout, allez l'OM.